Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt rebonjour, puisque je pense que vous voyez ces vidéos les unes à la suite des autres. Je vous retrouve pour la troisième et dernière partie de mon cours consacré à l'Europe à l'heure du capitalisme libéral dans les années 1815-1870. Et je vous remontre le plan, et en particulier la troisième partie, qui va me permettre de vous évoquer en fait les limites de ce système du capitalisme libéral, et je vais le faire en trois temps. Dans un premier temps, pour vous évoquer les rythmes contrastés de cette croissance. Dans un deuxième temps, pour vous montrer que cette croissance se heurte à un certain nombre de contestations. Et enfin, pour vous montrer que demeure, bien évidemment, dans cette Europe du 1er 19e siècle, un certain nombre de structures traditionnelles, en particulier dans l'Europe du Sud, dans l'Europe médiane et dans l'Europe orientale. Alors, premier temps, donc, les rythmes contrastés de la croissance. Le 1er 19e siècle est une période de très très grande croissance, nous l'avons vu en particulier dans le domaine commercial à la fin de la deuxième partie, plus largement ici, très forte croissance dans le domaine économique global. La tendance générale de la production est partout nettement à la hausse. Néanmoins, des mouvements plus complexes se dessinent derrière cette tendance. Et ces mouvements plus complexes ont été décortiqués par l'économiste Rostow au milieu du XXe siècle. Vous savez, ce sont les phases A et les phases B de l'économie. Les phases A qui sont des phases de croissance, qui peuvent durer 20, 25, 30, 35 ans, et les phases B de même durée, qui sont au contraire des phases de rétractation générale de l'économie. Alors il se trouve qu'entre 1815 et 1850, l'Europe traverse plutôt l'une de ces phases B, l'une de ces phases dépressives, avec la conjonction, comme toujours ou quasiment toujours en phase B, d'une baisse des prix, d'une baisse des profits et d'une baisse des salaires. Corrélativement, du chômage et découlant de ce chômage, et nous les avons évoqués dans les cours précédents, des mouvements révolutionnaires. Vous voyez les phénomènes de cause et d'effet, bien évidemment, d'un cours à l'autre. Vous enrichissez votre kaléidoscope qui vous permet de mieux comprendre en fait comment tout s'articule dans cette Europe du 19e siècle. Après cette phase B, qui court donc de 1815 à 1850 en gros, vous avez, et pour faire simple, une phase A qui irait de 1850 jusqu'au début des années 1870. Alors là, la date n'est pas ronde, nous le verrons dans le cours suivant d'histoire économique, le cours numéro 6. En fait, c'est plutôt 1873-1874 que se termine cette phase A. C'est une période heureuse, une période de croissance économique, une période de hausse des prix, une période de hausse des salaires et de hausse des profits. En fait, tous les indicateurs en phase A sont orientés à la hausse. Et dans ce climat favorable, eh bien, nous l'avons dit dans le Grand 2, les échanges se libéralisent. C'est en 1860 qu'a été conclu le traité franco-britannique. Et les troubles sociaux et politiques ont tendance à se raréfier. Le grand mouvement du printemps des peuples 1848 arrivait dans la phase dépressive, la phase B. Alors ces phases, quand on entre dans le détail, se découpent elles-mêmes en cycles dont les moments cruciaux sont les crises capitalistes. Quand on fait un petit peu l'historiographie de ces crises capitalistes, on se rend compte qu'elles ont été étudiées plus précocement que les grandes phases de l'économie que je viens de vous décrire, et en particulier par un économiste français qui est contemporain du règne de Napoléon III, qui s'appelle Clément Juglar, qui évoque ces crises capitalistes qu'il a eues sous les yeux. Il a été l'un des premiers analystes de ces crises. Alors ces crises, ces phases dans lesquelles les crises s'insèrent ont pour origine une surproduction industrielle ou bien, et ou d'ailleurs ça peut être les deux, la spéculation financière née de l'expansion et qui provoque des faillites et des poussées de chômage. Puis dans un deuxième temps, l'économie va
s'assainir et l'offre va s'ajuster à la demande avant que le système ne s'emballe de nouveau, hein, et le tout se produit alors sur un laps de temps qui est variable, bien évidemment. Le système mathématique a ses limites en économie, ces phases, hein, ces cycles représentent 6 à 11 ans, hein, et se succèdent dans ces cycles eh bien, croissance, crise, dépression, reprise. La crise de 1845-1848, sur laquelle on peut s'arrêter, parce que c'est la plus grave du siècle, est encore une crise mixte. C'est la dernière des grandes crises mixtes. J'entends par là crise à la fois d'Ancien Régime et crise de type capitalistique. La maladie de la pomme de terre va provoquer à ce moment-là des disettes dans toute l'Europe du Nord, et même vous le savez sans doute, et on en reparlera dans le cours de démographie, la grande famine irlandaise, qui est l'un des plus grands drames humains de tout le 19e siècle. De mauvaises récoltes de céréales ne font qu'aggraver la situation, en particulier sur le continent. Et dans le cas français, on a en Beauce un certain nombre de récoltes qui sont tout à fait catastrophiques. La crise agricole vide les caisses des États qui doivent acheter au prix fort des grains à l'étranger. Les stocks de l'industrie ne s'écoulent plus du fait des difficultés financières des campagnes. Et simultanément, l'argent fait défaut aux compagnies de chemin de fer. Une bulle spéculative s'était créée autour des compagnies de chemin de fer qui faisaient de très très gros profits et dont certaines d'entre elles s'étaient créées au cours des années précédentes. Et la bulle éclate, provoquant d'énormes difficultés. Les banques arrivent de leur côté au bout de leur disponibilité et arrêtent leur crédit. Donc, si vous voulez, un cercle vicieux se met en place et les faillites s'enchaînent. Le chômage atteint des proportions absolument gigantesques. Alors, le deuxième point de ces limites du système va m'amener à évoquer les contestations. Je vous remonte peut-être une dernière fois ou une avant-dernière fois le plan. Le voici. Tout au long du 1er 19e siècle, le monde en effet a connu, et l'Europe spécifiquement, plus spécifiquement, un certain nombre de révoltes à caractère économique. Certaines continuent d'être provoquées par les insuffisances dues au système de production traditionnel et pour tout dire un petit peu archaïque que je vous évoquerai dans le petit 3. Je pense aux révoltes endémiques et régulières des serfs russes. Je pense à des pillages de convois de grains en période de disette. Ce qu'il est convenu d'appeler, comme on le faisait à l'époque moderne, les fureurs paysannes se doublent également de fureurs ouvrières. En effet, accusant la mécanisation d'être responsable du chômage, les ouvriers, et le phénomène commence en Grande-Bretagne, brisent les machines dès la fin du XVIIIe siècle parce qu'elles accusent ces machines de provoquer justement ce chômage. Et c'est un personnage un petit peu mythique qu'on appelle John Ludd, L-U-D-D, qui donnera son nom au Luddisme, c'est-à-dire au bris des machines, qui permet le mieux d'évoquer en fait ce phénomène qui est britannique dans un premier temps. Vous avez par exemple une vague de luddisme très très importante au moment des guerres napoléoniennes, hein, au début des années 1810, mais qui va gagner également le continent. Et on a en tête, peut-être pour certains qui ont des lectures parmi nos étudiants de L1, eh bien la grande révolte de la Silésie en 1844, qui alimentera la presse horrifiée, fera également bondir les députés, les horrifiera, mais également alimentera la littérature et donnera des romans très célèbres de la littérature allemande du second 19e siècle. Des grèves également
ont lieu. Et on pense en particulier ici aux dernières années du Second Empire, le Second Empire libéralisant le droit de grève à partir du printemps 1864 et les ouvriers en profitant par ce biais-là pour faire avancer leurs revendications. On l'évoquera également dans le cours d'histoire sociale. Et puis, bien évidemment, la montée d'une idéologie, la montée du marxisme dans ces années 1860 et tout particulièrement à l'extrême fin de la période, dans les années 1868-1870. Enfin, troisième et dernier point de ce grand 3, le maintien en fait des structures traditionnelles. En effet, les mouvements d'industrialisation, de révolution agricole dont je vous ai parlé ne concernent qu'une partie de l'Europe, principalement l'Occident, et beaucoup moins l'Europe méditerranéenne, beaucoup moins l'Europe centrale, l'Europe médiane, et beaucoup moins encore l'Europe orientale, la Russie. Mais même dans l'Europe du Nord-Ouest, beaucoup de paysans se montrent réfractaires au progrès. L'outillage et les méthodes nouvelles, dans beaucoup de campagnes, en particulier les zones enclavées, les zones de montagne, on pensera en France par exemple aux Pyrénées, ou bien encore au Massif central, eh bien, n'ont guère évolué depuis le Moyen-Âge. Et dans ces zones-là, les rendements demeurent médiocres. Les rendements très élevés, pour revenir au cas français que je vous évoquais tout à l'heure, sont des rendements que l'on retrouve dans les grands bassins. Le bassin parisien au premier chef, et en particulier les grandes plaines de Brie et de Beauce. Dans la dizaine de pays qui sont alors industrialisés en Europe ou en voie d'industrialisation, le travail à domicile reste également extrêmement répandu, y compris d'ailleurs en Angleterre, tout simplement parce que les patrons y trouvent leur intérêt de pratiquer, il faut le dire, de très bas salaires, et de pallier l'irrégularité en fait des commandes plus facilement qu'on peut le faire en usine, où des licenciements massifs peuvent générer des troubles. Là, vous avez une soupape de sécurité dans ces campagnes qui fait que lorsque vous ne donnez plus du travail à un paysan ouvrier à mi-temps, eh bien, il a encore de quoi s'autosuffire, il ne meurt pas de faim. En plus, il est isolé, il n'est pas dans une grande concentration ouvrière, et bien évidemment, c'est beaucoup plus facile. Les fondations de sociétés anonymes dont je vous parlais dans la première partie se cantonnent en fait le plus souvent à un certain nombre de secteurs qui exigent des capitaux considérables. Il ne faudrait pas s'imaginer une généralisation dans les années 1860 de ces sociétés capitalistiques, de ces sociétés anonymes dont je vous reparlerai d'ailleurs plus en détail pour voir les avancées dans le cours suivant. Dans quel secteur les trouve-t-on? On les trouve principalement dans le secteur du transport, le transport maritime, mais également bien sûr les grandes compagnies de chemin de fer qui apparaissent à ce moment-là. En France, on pense à la Compagnie du Nord, par exemple, ou bien au Paris-Lyon-Marseille, le fameux PLM. Le secteur de la sidérurgie, gros consommateur effectivement de capitaux et donc terrain privilégié de la constitution des sociétés anonymes. Le secteur de la chimie et puis dans le commerce, les grands magasins qui sont en pointe. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce cours numéro 5 consacré à l'Europe à l'heure du capitalisme libéral. Et nous prendrons la suite dans un cours numéro 6 qui sera le deuxième grand cours d'histoire économique. À très bientôt. Au revoir.